Stéphane Riot, bonjour. Bonjour. Donc, Novetera, écosystème d'experts, de chercheurs pour activer, réactiver l'invention, la réinvention au cœur des institutions. On est dans une institution là justement. Quel beau défi. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Novetera, ses actions Oui, alors Novetera a été créé il y a 10 ans maintenant, en 2005, très exactement. On va fêter nos 10 ans cette année. En fait, c'est parti d'un constat simple que le monde est en pleine mutation, le monde est en évolution, en crise. Certains diront en crise d'opportunité aussi, il était important selon nous d'aider à la réinvention, en tout cas aider les entreprises à passer à un autre modèle, les organisations globalement à passer à un autre modèle économique, un autre modèle de gouvernance, un autre modèle de leadership. Et on s'est intéressé à tous les nouveaux modèles économiques, l'économie collaborative, économie circulaire, économie de fonctionnalité, l'économie numérique, mais aussi on s'est aussi intéressé à tous les leviers qui permettaient à un corps constitué, quel qu'il soit, une organisation, une entreprise, une association, un système politique, comment il pouvait développer une forme d'acceptation du changement que ça implique, une forme de résilience, quoi. Et donc notre job, donc avec des gens qui sont experts dans leur domaine, mais qui sont pas juste des experts techniques, qui sont aussi des experts de la transformation, c'est-à-dire qu'on a des gens qui font du coaching, du théâtre, de la créativité, bref, on a une approche holistique de la transformation, très expérientielle en fait, et notre job c'est justement, comme on le dit, c'est d'activer la réinvention. Donc c'est de permettre à un organisme, une organisation, de trouver les moyens de sa transformation. Voilà. Et donc de trouver cette nouvelle terre quelque part, ou de se préparer à cette nouvelle terre qui vient avec ce nouveau paradigme, ces nouveaux repères. La démarche de résilience repose essentiellement sur les représentations et la capacité d'interroger ses propres pouvoirs et compétences psychosociales dans une organisation. C'est ça. Complexité d'une organisation, système de pouvoir, système de hiérarchie. Oui. Comment travailler sur cet enjeu de l'altérité nécessaire à cette reconstruction et à cette réinvention des systèmes? Ouais. Pour moi, elle est partie du constat que tout changement nécessite de dire oui à l'intérieur, c'est-à-dire d'être en acceptation de la transformation. Un système hiérarchique, orchestré, ordré, pyramidal ne permet pas d'être en capacité de se détendre avec la contrainte. En fait, ce qu'on a identifié, c'est que le changement, on le comprend intellectuellement, mais il y a un espace qui doit aussi l'accepter émotionnellement. Donc on travaille beaucoup sur aller à la recherche de ce qui dit oui et de ce qui est en capacité d'accepter cette altérité justement. Donc on travaille beaucoup sur la communication, sur la relation interpersonnelle, sur l'intelligence émotionnelle, sur des choses comme ça qui permettent justement à des éléments d'un corps organisationnel à se rapprocher, mais à se comprendre aussi, à développer une forme d'empathie, à développer une forme de confiance, à développer l'ouverture. Voilà. On travaille beaucoup sur le soft aussi, beaucoup. Donc on travaille forcément sur le hard, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de changer concrètement dans le monde et qui impacte votre organisation, mais aussi sur tout ce qui travaille sur le soft, c'est-à-dire qu'est-ce qui en vous, dans votre organisation, est en capacité d'accepter le changement, de se transformer. Donc on travaille aussi beaucoup sur les compétences, transformationnelles, de résilience, et ça se passe aussi un petit peu dans le cerveau, tout ça, c'est-à-dire quand on est en mode reptilien de survie, on n'est pas en capacité de se mettre en réflexion et d'anticipation à la complexité du monde, quoi. Donc on fait un accompagnement un peu global, holistique, on dit souvent tête, cœur, corps, quoi. Voilà, et c'est important de travailler dans toutes ces dimensions-là, dans la même dimension, dans la même magnitude, sinon on n'y arrive pas. Alors revenons sur cette approche holistique ou écosystémique des enjeux qui sont posés lors de ces assises du vivant auxquelles vous participez, en revenant sur peut-être 2 points essentiels. Comment repenser la solidarité écologique et la justice environnementale à l'échelle d'une organisation? Mais justement, je pense que cette solidarité écologique, elle doit repasser par l'écoute de toutes les parties prenantes, justement. Toutes les parties prenantes présentes, constituées, et donc c'est pour ça que il était important pour nous, dans ce qu'on a
organisé dans cet événement, de mettre un maximum de parties prenantes représentant rigoureusement toute la société civile. Donc c'est pour ça qu'on a créé des ateliers collaboratifs, des ateliers de partage en cercle, dans lequel il n'y a pas de hiérarchie, où tout le monde est en capacité de justement vivre cette solidarité, vivre cette équité, vivre cette justice environnementale, et elle passe avant tout par la justice, j'allais dire, et l'équivalence humaine, en tout cas dans la représentativité des parties prenantes. Donc là, en ce moment même, il y a un travail sur comment imaginer la COP dans 40 ans, et on est en train de réfléchir à quelles pourraient être les nouvelles parties prenantes, quels pourraient être les nouvelles modes de négociation, et quelles devraient être les nouvelles formes de relations interpersonnelles entre les négociateurs et les parties prenantes. On va justement en quelques mots profiter de cet écho à l'atelier de ce matin. Quelles sont vos attentes et aspirations et participations sans doute dans la réussite de ces débats de la COP21 à Paris? J'ai beaucoup d'ambition et en même temps une forme d'humilité qui me fait dire que la nature humaine est le facteur humain, comme le dit Patrick Vivray, il dit d'ailleurs le putain de facteur humain, le PFH, c'est pas rien. Et pour moi, si on arrive à donner une petite lecture de ce qui se passe et de ce qui se joue dans les architectures invisibles en fait de négociateurs, dans les enjeux aussi personnels, de pouvoir interpersonnel, si on peut arriver à mettre un coup de projecteur là-dessus, ça permettrait, je pense, de dégonfler pas mal de tensions et de difficultés justement d'accoucher d'un accord un peu conclu avec un petit peu un maximum de contentement de chacun, tout en ayant permis à chacun aussi de faire un pas de côté ou de mettre un genou à terre, des choses comme ça. En tout cas, notre enjeu à nous là, notre contribution à la COP, c'est vraiment d'aider à faire que ces interactions puissent aussi devenir véritablement représentatives de cette humanité qu'on partage, mais aussi pouvoir se le dire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des masques, il y a des jeux de pouvoir, il y a des interactions qui sont extrêmement visibles quand on les regarde de l'extérieur et qu'on ne voit que ça. Mais si on arrive à mettre le doigt dessus, tout de suite, ça permet aux négociateurs eux-mêmes de prendre une autre posture et d'avoir un autre regard sur leur comportement et la représentation qu'ils ont. Un des autres thèmes de ces rencontres, c'est le entreprendre autrement. Oui. Je vais t'interroger à travers le prisme générationnel. Oui. Il n'est pas surprenant que tu sois un acteur de médiation puisque tu es un XY. Oui, c'est ça. Ni X ni Y. Donc, entre les deux, avec cette nécessité de réconcilier barbares et rentiers, comme dirait Soudo-Platov. On voit bien, on en parlait encore hier avec plusieurs invités, que les Y ont une représentation du rapport au travail, du rapport aux organisations, du rapport à l'innovation, au rapport entre temps de repos et d'activité ou de co-activité, qui surprend, hiérarchie, qui chamboule les modes de hiérarchie. Beaucoup là-dessus en ce moment. Et donc, en fin de compte, comment organiser et penser cette passerelle qui associe performance économique et volonté de continuité de performance économique alors c'est de terminologie rentière, mais enfin de la génération X, avec cette envie de résilience et d'aménagement d'un espace-temps des Y. Mais c'est tout l'enjeu des Y actuellement. Les Y qui fonctionnent en mode zapping. Ils savent très bien que s'ils n'ont plus le goût, s'ils n'ont plus l'élan, s'ils n'ont plus de sens, ils partent. Et donc il y a beaucoup d'entreprises, des grosses entreprises, qui sont en train de se dire comment arriver à faire de la rétention du talent. Et en fait, il y a un truc que les X n'ont pas compris, c'est que pour un X, avoir le pouvoir, c'est avoir l'information. Pour un Y, avoir le pouvoir, quelque part, c'est le partager l'information. Donc c'est une posture complètement différente. Et donc il y a quelque chose que les entreprises sont en train de vivre à leur insu et qui est en train de faire une vraie permutation dans l'organisation. C'est justement ce partage, ce pouvoir ce partage de la communication, cette communication, cette transparence, cette confiance. Et ça, les Y ont rigoureusement besoin de cette transparence-là, parce que
la transparence redonne du sens à leur action. Et donc tout ce qui se joue dans une approche pyramidale n'a plus aucun sens pour un Y. Et donc en fait, donc ce qu'il faudrait faire, c'est quelque part, c'est ce que font certaines entreprises qui l'ont bien compris, c'est faire du reverse mentoring, c'est-à-dire faire que des Y enseignent le comportement social d'un Y à un X, et le X lui apporte aussi de la culture d'entreprise, parce que les Y, pour le coup, manquent de culture d'entreprise, manquent de culture aussi quelque part du collectif. Ils comprennent leur collectif à eux, mais la notion du collectif, j'allais dire organisationnel, est peut-être un petit peu moins installée, j'allais dire. On est plus de l'ordre du communautaire pour un Y, c'est-à-dire c'est mes amis, c'est mes fans Facebook, c'est la communauté auquel j'appartiens. Et dans une entreprise, c'est plus difficile de se sentir impliqué dans une organisation, sauf et si et seulement si on y retrouve du sens dans cette organisation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Y qui rentrent dans une organisation, ils s'en nourrissent et après ils partent. Mais c'est à accepter ça dans le développement psychosocial et social d'une organisation. Et c'est un vrai boulot pour un DRH en ce moment. On travaille beaucoup avec des DRH qui se disent mais comment on fait pour les garder? Et justement, l'idée c'est de ne pas les garder. C'est justement de les potentialiser. Plus on va les potentialiser, les Y, plus ils vont être redevables. C'est à ce moment-là qu'on aura le retour d'ascenseur, comme on aime à l'appeler chez les X. Mais c'est une toute nouvelle approche des relations sociales à l'intérieur d'une entreprise. Pour finir, dernière question au cœur de ces assises du vivant, questionner ta représentation singulière aux frontières de la biodiversité et des humanités du mot santé. La santé. Pour moi, la santé, elle est sur plusieurs lectures. Elle doit être holistique, c'est-à-dire, je le dis encore, un tête, cœur, corps, être bien dans sa tête, être, j'allais dire, dans une disposition émotionnelle saine, et l'expressivité corporelle. C'est vrai que on a tendance à lire la santé d'un point de vue strictement physique, mais c'est prendre soin de tous ses corps, quoi. En fait, c'est prendre soin de son corps physique, sa biologie, sa biochimie, ça c'est une évidence, mais aussi prendre soin de son corps émotionnel, c'est-à-dire ses relations, ses émotions, son sentiment d'appartenance, sa réalisation. Ça c'est prendre soin de ça aussi, et c'est aussi prendre soin de son corps, j'allais dire spirituel, c'est-à-dire le sens de sa vie. Est-ce que je suis à ma place dans le monde? Est-ce que je suis en train de contribuer à quelque chose qui a du sens pour moi, qui me nourrit aussi beaucoup plus largement que ce que je suis physiquement. Donc il y a cette notion de prendre soin de manière holistique de soi, du soi, et de ses différents soi et de ses différents corps. Pour moi, c'est ça tout l'enjeu de la santé maintenant. Et c'est passionnant parce qu'il y a une vraie ouverture de conscience, si je puis me permettre, sur cette prise de conscience de tous ces champs-là en ce moment, et une vraie ouverture de la médecine à ça, et donc c'est plutôt un moment assez passionnant. Donc voilà, pour moi la santé c'est eau et gaz à tous les étages, c'est les fondamentaux, mais aussi la structure et la raison d'être d'un être humain. Bien, merci Stéphane Riot pour ce bon moment. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter dans d'autres rencontres. Merci à vous. Merci à toi.